Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Alors, vous savez que c'est déjà la 245e émission, tout simplement. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous vous souvenez, nous étions restés à la 3e victime de Jack l'Éventreur, Elizabeth Stride. Avant même son autopsie, que je gardais justement pour cet épisode, évidemment, pour la suite. Alors, sans plus tarder, Jack l'Éventreur, épisode 2. Alors, vous vous souvenez, on était en train d'examiner les témoignages qui étaient parfois divergents. Les policiers étaient frappés par la précision de certains détails. Nous-mêmes, encore aujourd'hui, on est assez surpris. D'autant que on peut quand même se poser la question. Il faisait nuit, le temps était pluvieux, il n'y avait pas beaucoup d'éclairage dans les rues de l'East End à cette époque-là. Donc tout ça permet de quand même mettre en doute la validité de ces témoignages. Alors voilà l'autopsie maintenant du corps d'Elizabeth Stride. La gorge a été tranchée par une incision nette qui s'étend sur 15 cm de long et qui commence à environ 6 cm sous l'angle de la mâchoire. L'incision dévie quelque peu vers le bas. L'artère et les autres vaisseaux ont été sectionnés. La coupure des tissus du côté droit est plus superficielle. Les vaisseaux sanguins s'y trouvant n'ont pas été endommagés. L'estomac contenait de la nourriture partiellement digérée, dont du fromage, de la pomme de terre et de la farine. La victime n'avait pas mangé de raisin au cours des dernières heures. La cause du décès est due à la section de l'artère carotide gauche et de la perte de sang qui s'ensuivit. L'incision a été effectuée de gauche à droite par un couteau à lame plutôt large, mais pas très pointu et passablement émoussé. On note une grande dissemblance entre ce cas et celui de Chapman. Dans le cas de Chapman, le cou avait été tranché jusqu'à atteindre la colonne vertébrale, celle-ci étant dégagée par 2 incisions dans le but évident de décapiter la victime. Voilà, je viens de vous lire l'intégralité, une partie quand même de cette autopsie. C'est assez épouvantable. Le coroner et les inspecteurs de Scotland Yard ont tous ajouté Elizabeth Stride, évidemment, à la liste des victimes de Jack l'Éventreur, qui, peut-être gêné par l'arrivée de Dim Schutz, vous vous souvenez, se serait rendu à Mitre Square pour y tuer Catherine Eddowes quelques 45 minutes plus tard. Il se pourrait en effet que Stride n'ait pas été victime de l'Éventreur. Écoutez bien les observations suivantes, parce qu'on ne note aucune trace d'asphyxie. Elizabeth Stride est bien morte à cause, je viens de vous le lire, du couteau qui lui a tranché la gorge. Ensuite, la nature du couteau qui diffère également de celui employé pour toutes les autres victimes. L'autopsie confirme que la lame est plus large et moins pointue, et même plus émoussée que les autres victimes. Vous avez également l'absence de mutilation abdominale qui peut s'expliquer par l'arrivée inopinée de Dim Schutz et de son attelage. Alors c'est vrai, on peut se poser la question là-dessus. Admettons que l'homme qui a assailli Elizabeth Stride soit bien l'assassin. Ce qui est probable parce qu'il est difficile quand même d'imaginer quelqu'un qui se ferait agresser à 2 reprises par 2 personnes différentes au même endroit dans un intervalle de 15 minutes. L'assaillant présente un comportement totalement différent de celui de Jack l'Éventreur quand même. Il est ivre, il est bruyant, il crie Lipski quand même, c'est assez étonnant, et il attaque ouvertement Elizabeth Stride devant plus de témoins. Il faut aussi rappeler qu'aucun cri, aucun bruit suspect n'a été entendu par les nombreux locataires de Box Row ou du 29 Hanbury Street au moment des crimes de Marianne Nichols et Danny Chapman. En plus, ce comportement totalement irrationnel et pas très discret correspond pas du tout au profil psychologique que le FBI, par exemple, peut écrire sur ce type de tueur en série à caractère sexuel, à tendance sadique. C'est un peu comme ça qu'ils ont décrit Jack l'Éventreur. Enfin, vous avez le lieu du crime, Berners Street, qui est au sud de Whitechapel Road, qui est plutôt éloigné du terrain de chasse habituel de l'Éventreur. Le 29 septembre, à 20h30, un agent de police découvre Catherine Eddowes affalée sur le trottoir d'Aldgate High Street. Elle est complètement ivre et le policier l'emmène au poste de Bishopsgate où elle est enfermée dans une cellule. À 1h du matin, elle est relâchée après l'heure de fermeture légale des débits de boissons. Au même moment, à 1 kilomètre de là, Elizabeth Stride tombe sous les coups du mystérieux assassin. Il est environ 1h35 du matin quand 3 hommes qui viennent de jouer aux cartes dans un club aperçoivent un homme parler à une femme dans Church Passage. Il s'appelle Joseph M. Levy, Harry Harris et Joseph Lavend
On ne voit pas leur visage, mais Lavend reconnaîtra Catherine Eddowes grâce à ses vêtements qu'il va identifier par la suite au poste de police. Pendant l'enquête officielle, il affirme ne pas pouvoir reconnaître l'inconnu s'il le voyait de nouveau. La description qu'il en donne au Police Gazette, par contre, est la suivante. C'est un homme à la peau blanche, d'environ 30 ans, mesurant 1,60 m, portant une moustache blonde de carrure moyenne. Ses vêtements se composent d'une jaquette poivre et sel, d'une casquette grise à visière et d'un foulard rouge noué autour du cou qui donne l'apparence d'un marin. Pendant son interrogatoire, le coroner va interrompre la déposition de Joseph Lavend en déclarant « À moins que les jurés n'en expriment le désir, j'ai une raison spéciale de demander aux témoins de surseoir à la description de l'homme qu'il a vu. » Le jury, sachez-le, accepte cette demande sans qu'on sache jamais le pourquoi de cette raison spéciale. Vers 1h45, ce matin du 30 septembre 1888, l'agent de police Edward Watkins, qui effectue sa ronde, découvre le corps de Catherine Eddowes dans un recoin de Mitre Square. Mitre Square, c'est au centre d'un labyrinthe de petites rues très étroites, de passages, d'impasses, etc. Bref, un vrai labyrinthe de cette partie de Londres. Le square mesure environ 30 mètres de long sur 25 de large. Il est pavé de pierre et comporte 3 accès qui préservent les possibilités de fuite, mais aussi qui multiplient le risque de voir pénétrer quelqu'un. L'agent de police Harvey y avait effectué une ronde à 1h40 sans rien entendre de suspect. Comparé aux autres lieux des crimes précédents, Mitre Square, on peut le considérer comme un endroit respectable, avec toutes les guillemets que ça compose bien sûr. 3 côtés du square sont occupés par des entrepôts, le 4e est un lieu d'habitation, et d'après le témoignage de l'agent de police, nous savons que Mitre Square n'était quasiment pas éclairé la nuit, et que le policier avait pour habitude d'allumer sa lanterne dans les recoins les plus sombres quand il effectuait ses rondes. Le corps de Catherine Eddowes est allongé sur le dos, éventré comme un cochon au marché, dit-il. La jambe gauche est allongée, alors que la droite est pliée à hauteur du genou. La gorge est profondément tranchée jusqu'à l'os, sur une longueur d'environ 18 cm. Les intestins ont été retirés et placés sur l'épaule droite. Un morceau d'intestin d'environ 60 cm est retrouvé entre le corps et le bras gauche. Le lobe et le pavillon de l'oreille droite ont été coupés obliquement. Et quand le docteur Gordon Brown va arriver à Mitre Square pour examiner le corps, il est très exactement 2h03 et il estime que l'heure du décès remonte à moins d'une demi-heure. Une grande quantité de sang est même visible, aucun doute possible, donc Catherine Eddowes a été tuée sur place. Quand elle est emmenée à la morgue de Golden Lake, le docteur Brown constate l'ampleur à ce moment-là des mutilations. Le visage a particulièrement souffert. Une incision à travers la paupière a tranché l'œil gauche. Une autre, similaire et parallèle, l'œil droit. Le nez est coupé en travers jusqu'à séparer la joue droite en deux. Je suis désolé pour les détails, mais là on est vraiment dans les documents. Plusieurs coupures sont constatées sur les lèvres, la peau des joues est partiellement pelée par des coups de couteau. On distingue 2 contusions sur la joue gauche. L'abdomen, lui, est complètement ouvert du sternum jusqu'au pubis, d'une seule incision se dirigeant de bas en haut. Le foie a été poignardé avant d'être coupé à 2 reprises. L'aine, le pancréas, l'artère rénale gauche et la paroi du péritoine ont été tranchés également. La matrice a été emportée par l'assassin, mais il en reste environ 1 cm attaché au corps. Le rein gauche est plus soigneusement coupé et il a également disparu. Pour le docteur Brown, le meurtrier était agenouillé à droite de la victime, allongée sur le sol, elle-même, quand il lui a infligé ses mutilations post-mortem à l'aide d'un couteau très aiguisé à la lame d'environ 15 cm de long. Voilà ce qu'il dit. L'instigateur de cet acte devait avoir une grande connaissance anatomique pour réussir à retirer le rein et connaître sa position. De telles compétences peuvent être acquises par quelqu'un habitué à tuer des animaux. Il lui a fallu au moins 5 minutes pour perpétrer ces mutilations.
Dans les poches de la victime, on va retrouver 2 pipes d'argile, un peigne, un mouchoir, une boîte à cigarettes, une boîte d'allumettes qui contenait du coton, une boule de laine peignée, une mitaine, un boîtier en métal contenant du thé, du sucre. Vous avez 5 morceaux de savon, un couteau de table, elle avait sa ménagerie sur elle, un tablier blanc d'un tissu grossier était noué autour de son cou. Il était extrêmement sale, il était déchiré. L'autre moitié du tablier a été retrouvée par un autre agent de police, à 2h55 du matin, bien plus loin, à l'entrée de Wanworth Model Dwellings. Le docteur Brown va examiner le morceau de tissu à cet endroit et du tablier et va reconnaître qu'il appartenait au tablier de Catherine Eddowes. Donc on y relève des traces de sang, de matière fécale provenant d'une des incisions qui avait endommagé le rectum de la victime. Ce fragment de tissu est donc l'unique indice matériel laissé par l'éventreur. On peut penser qu'il s'en est servi même pour essuyer ses mains. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.